allés en Amérique se souviennent des magnifiques camions qu'ils ont pu voir là-bas. Ils les ont forcément remarqués, admirés, et tous en parlent à leur retour. Cette unanimité nous a incité à vous dévoiler le monde fantastique du camion américain. Nous avons demandé à Conny de nous servir de guide dans ce monde qu'il connaît bien pour lui avoir consacré toute sa vie, une vie qu'il nous raconte. Avant, j'avais une maison, mais arrive l'âge que les gosses sont grands, on n'avait plus besoin de la maison. C'était liquidé. J'ai vécu dans un appartement, mais j'étais emmerdé parce que j'avais des voisins au-dessus qui faisaient la javate et j'ai pas pu dormir. Et finalement, j'ai trouvé qu'avec la caravane, il n'y a personne au-dessus, ni en dessus, ni très près à côté. Et c'est très calme ici. On a un système de sécurité imbattable. Ce sont les vieilles dames qui regardent tout. Quand j'étais tout petit, j'avais un dada pour les locomotives, mais à l'âge de 19 ans, j'ai fait la connaissance d'un routier. Et il m'a invité de faire un voyage avec lui. Au milieu de nuit, il avait un petit panne de paupières, il m'a demandé si j'ai voulu prendre le volant. Et tout d'un coup, j'ai réalisé, il s'est endormi. J'ai continué. C'est comme ça que j'ai démarré dans le métier, mais c'était en 36. J'ai 78 maintenant, à l'heure actuelle. Bon, j'ai bien l'intention de continuer à temps partiel aussi longtemps que je peux. Oui, j'ai fait le métier de routier jusqu'au commencement de la guerre. En 1941, je me suis engagé dans l'armée de l'air comme volontaire et j'ai appris à piloter en 1941. Et après, j'étais dans un groupe de bombardiers et c'est comme ça que je suis arrivé en Europe. J'étais au-dessus de la place de débarquement le jour J. Mais à peu près 2 semaines plus tard, les Allemands étaient toujours à Cherbourg. Nous sommes allés pour les bombarder. Et j'ai perdu le moteur gauche. Alors, en venant, j'ai vu une toute petite piste pour les avions de chasse. C'est un peu court pour un bombardier, mais quand on est pris dans un engrenage, il faut faire le mieux possible. Alors, je suis réussi de poser le bombardier sur la piste pour les chasses. Et là, j'ai commencé à connaître la France. Je suis tombé sur un para qui connaissait un peu la région. Il avait un jeep et en plus, il avait beaucoup de bouteilles de Calvados. Alors, pour moi, c'était un voyage touristique pas prévu, mais sous les meilleures conditions, surtout avec le Calvados. On m'en fout des CA. Mais c'est comme ça que j'ai fait la première connaissance de la France. Thank you. North American, how may I direct your call? Yeah, your household dispatcher, please. I'm sorry, I cannot hear you. Your household dispatcher, please. Thank you. Conny nous a permis de rencontrer l'un de ses amis tractionnaires, Dan Getter. Nous avons même eu la chance de pouvoir l'accompagner de Los Angeles à Las Vegas. Dan est véritablement un routier au long cours puisqu'il sillonne les 48 États d'Amérique du Nord, le Canada et même l'Alaska. Il y a 17 ans, il a décidé de quitter sa famille et son ranch du Montana pour vivre seul dans son camion. Il a aujourd'hui 45 ans. Pour Dan, conduire et voyager constitue un réel plaisir. Il parcourt plus de 200 000 km par an et totalise plus de 3 millions de kilomètres sans accident.
Williams, Chipper Williams. All right. Thank you. Il a d'ailleurs été élu en 90, 91 et 92 meilleur chauffeur indépendant des États-Unis. Il est considéré par la North American comme leur meilleur tractionnaire. À ce titre, il participe régulièrement à des campagnes sur la prévention et la sécurité routière. Son tracteur, attelé à une semi de la North American, atteint 22 mètres de long. Il est équipé d'un moteur Caterpillar développant 475 chevaux et d'une boîte de vitesse Fuller non synchronisée de 13 rapports. Le tracteur a été fabriqué en 2 fois. D'abord livré par Peterbilt en châssis cabine, la cellule d'habitation a été installée par le carrossier Double Eagles selon les plans de Dan. C'est en effet son 9e camion et son expérience lui a permis de rationaliser son aménagement. La société North American pour laquelle travaille Dan est spécialisée dans le déménagement. Dan assure les liaisons en grande distance entre les différents dépôts répartis sur tout le territoire et de ce fait change fréquemment de remorque. Dan nous a expliqué que cette activité lui rapportait 350 à 400 000 $ par an, mais son fabuleux tracteur lui a coûté plus de 150 000 $, soit environ 800 000 de nos francs, et il considère que tout frais déduit, il lui reste l'équivalent d'un salaire de 23 000 francs par mois. Nous sommes dans le désert du Nevada. La température est de 47 degrés. Nous décidons de faire une halte dans un casino situé à quelques kilomètres de Las Vegas. Nous en profitons pour visiter la cabine tracteur de Dan. Par cette chaleur, nous apprécions d'autant plus qu'elle soit climatisée. Cette cellule d'habitation est particulièrement spacieuse, confortable et luxueuse. On peut s'y reposer dans un fauteuil, dans un canapé ou dans un grand lit. On peut y faire la cuisine et se détendre en regardant la télévision, équipée bien sûr d'un magnétoscope. On peut également écouter un CD sur la chaîne IFI. Évidemment, tous les équipements fonctionnent au même titre que le chauffage autonome grâce à un groupe électrogène insonorisé fixé sous le châssis. Mais pour Dan, continuellement sur les routes, ce lieu de repos lui sert également de bureau. Toutes ses activités sont gérées par un ordinateur portable. Il reste en contact permanent avec ses clients par différentes lignes de fax, de téléx et téléphone. Call 1-800-WE-PREVENT. This is KZKI-TV, Channel 30, the place to shop at home, serving San Bernardino, the Inland Empire, and Greater Los Angeles. De plus, il dispose d'un système de suivi par satellite qui permet à North American d'assurer sa sécurité dans ces régions désertiques telles que l'Alaska. Mais oublions le froid et l'isolement et avec Dan, rejoignons les flambeurs dans l'enfer du jeu. Las Vegas constitue une étape importante pour les routiers américains. Nulle part ailleurs, ils ne peuvent trouver des restaurants aussi copieux, des hôtels aussi luxueux pour des prix aussi bas. Ici, on dort dans un casino pour l'équivalent d'une centaine de francs. Dans un luxe délirant, on peut manger en compagnie des flambeurs pour 20 ou 25 francs. Sur ce plan, à Las Vegas, les routiers gagnent à tous les coups. Et puis, rien ne les empêche de claquer quelques dollars dans les salles de jeu. Des salles de jeu dont les dimensions dépassent largement celles de nos supermarchés. Et enfin, les parkings de certains casinos sont prévus pour les cars touristiques et les routiers peuvent y garer leurs camions sans être inquiétés. Une aubaine. J'ai traîné un peu à Paris après-guerre parce que on ne tire plus et j'ai trouvé Paris une très belle ville et les jolies femmes et la vie en rose et on fait la javate. Mais arrive le jour qu'il n'y a plus de fric, il faut rentrer et commencer à bosser. Alors j'ai repris l'ancien métier de routier parce qu'on demandait à cette époque
les routiers. C'était facile à trouver un boulot et on était bien payé. Pour commencer, j'ai conduit des Mack parce qu'il y avait 2 camions bien connus dans l'Est. À cette époque, c'était le Mack et le Autocar. J'ai continué à rouler dans les États de l'Ouest, le New Jersey, le New York, le Pennsylvanie et l'Ohio, et jusqu'à Chicago de temps en temps. Mais arrive le moment où j'ai quitté le coin pour aller sur la côte ouest, et ça a beaucoup changé parce qu'ici, dans l'Ouest, on a autre camions et un autre genre de vie. Le pays est tout à fait différent. À l'heure actuelle, il y a une pénurie de chauffeurs, surtout les chauffeurs expérimentés. On trouve assez de jeunes, mais il y a un grand manque d'expérience parce qu'on peut se faire casser la gueule en traversant les montagnes et on ne sait pas ce qu'on fait. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire le métier, mais il y en a qui ne veulent pas se déplacer trop loin parce que ceux qui font les lignes, c'est-à-dire la côte à côte, ils sont absents de chez eux pendant plusieurs semaines. Et s'ils ont une femme ou une petite amie, ça ne marche pas très bien. Mais au point de vue de salaire, je crois on est plus ou moins assez bien payé avec des sociétés sérieuses. Bienvenue au Truck Show de Los Angeles. Je vais gagner, hein? Bienvenue. Ici en Amérique, tout est fantastique. Les capots sont très longs, les cabines sont très grandes et comme si cela ne suffisait pas, en plus, un équipementier ICT fabrique des cellules qu'on peut ajouter derrière les cabines pour agrandir encore ces cabines. Et ces cabines, ce sont de véritables caravanes où on peut vivre complètement, on peut dormir, on peut manger, on peut se relaxer, il y a la télévision, des placards partout, c'est fabriqué avec beaucoup de luxe, ça transforme des camions un peu comme des maisons. Eh bien non, restons raisonnables, et même si cela fait rêver, il ne s'agit pas d'une cabine de camion, mais d'une somptueuse villa sur roue. Autrement dit, un bus au luxe délirant que seuls quelques artistes auront la possibilité de s'offrir pour partir en tournée. Ce salon est le plus important des États-Unis. Il est réservé exclusivement aux véhicules industriels. On peut y admirer toutes les grandes marques de camions américains, White, Peterbilt, Mack, Freightliner et autres prestigieux Kenworth. Sont également représentés la police et les organismes de sécurité routière. Quelques gros transporteurs en profitent pour tenter de recruter des chauffeurs expérimentés en mettant en avant la qualité de leur flotte et en proposant des salaires attractifs. Actuellement, aux États-Unis, les jeunes ne sont pas particulièrement attirés par le métier de conducteur routier. Pourtant, comment ne pas avoir envie de conduire des camions aussi beaux, surtout lorsqu'ils sont présentés par des hôtesses aussi charmantes. Sur ce salon, il est en effet remarquable qu'au-delà des performances techniques, les constructeurs rivalisent par la qualité de l'accueil et des animations qu'ils proposent sur leur stand. Il suffit de 10 jours pour monter cette cabine assez fantastique sur n'importe quel châssis de camion, pourvu que ce camion soit déjà prévu pour recevoir une cabine avancée. On peut évidemment choisir d'équiper
le camion qu'on aura acheté de cette cabine dès le départ, ou alors on pourra l'utiliser en cas d'accident et la faire monter très rapidement sur le châssis. Malgré son aspect d'automobile, cet engin est un tracteur routier. Il est équipé d'un moteur Caterpillar de 250 chevaux. Assis au volant, on a encore plus l'impression d'être dans une voiture. Pourtant, il s'agit bel et bien d'un tracteur routier. Sa destination, c'est tracter des semi-remorques transportant des voitures de course ou des chevaux de course par exemple. Le côté historique n'a pas été oublié avec ce stand réservé aux véhicules qui ont marqué leur époque. Mais au point de vue de l'horaire, nous sommes limités à 10 heures au volant et après il faut arrêter pendant 8 heures. Et on ne peut pas faire plus que 60 heures en 7 jours ou 70 heures en 8 jours. Par exemple, quand je quitte ici et je roule vers le nord, 1 heure d'ici, je suis obligé de passer sur une bascule et je suis sujet à un contrôle. Mais au point de vue de la police de la route, il n'y a que le carnet. C'est le seul contrôle. On met des lignes et des indications dans le carnet. Mais le disque de contrôle n'est pas obligatoire. Pas du tout obligatoire. Ça, c'est une chose que certaines sociétés mettent pour contrôler les heures de travail, combien de temps on est resté dans les relais routiers en train de bavarder, etc., etc. On peut faire des calculs avec le BIC, on peut faire un peu moins ou un peu plus. Il y a une certaine souplesse, mais il y a des mecs qui ont plus d'une cornée. Si on se fait prendre comme ça coûte cher. Ouf, ça coûte cher. While they check my rig, I dig that melody. So play me a honky-tonk tune. It's home, sweet home to me. Big John, Big John. WRVA, the truckers radio station from Richmond, Virginia. We got Charlie Daniels Band, Big John Trimble here at the Dawesville All-American Truck Plaza. We're just north of Richmond, Virginia, 995, Milestone 98. Depuis plusieurs années, Big John Trimble anime chaque nuit une émission destinée exclusivement aux routiers américains. Il nous a reçus dans son studio installé dans un truck stop de la Virginie. Son émetteur très puissant lui permet de couvrir les 3/4 des États-Unis ainsi qu'une bonne partie du Canada. Big John est très connu et surtout très apprécié par les routiers qui peuvent rester à l'écoute de son émission dans la plupart des États d'Amérique du Nord. Chaque soir, Big John commence son émission par une météo qui concerne l'ensemble du territoire.
des informations qui naturellement sont particulièrement appréciées par les truckers. Ce soir-là, à la demande de Big John, nous avons participé à son émission. Il était en effet très tentant de comparer le monde de la route aux USA avec celui de l'Europe. L'émission de Big John est interactive. Les routiers peuvent appeler pour réagir, pour simplement poser quelques questions ou encore pour participer au jeu concocté par l'animateur. Et cette nuit-là, l'émission spéciale Europe, complètement improvisée, a suscité un nombre d'appels dépassant largement la moyenne habituelle. La multitude de questions nous a très vite entraînés vers une véritable confrontation des deux mondes, débouchant sur des réponses et des explications qui ne manquèrent pas d'étonner les truckers américains. Le prix d'un repas, le prix d'un litre d'essence et nos autoroutes à péage les ont laissés pour le moins dubitatifs. Certains ont même franchement rigolé. Le sujet sur la musique a été abordé et les truckers ont été ravis d'apprendre que leur musique, la country, est très appréciée par les chauffeurs européens. Ça vient effectivement d'ici. And of course, all this truck and music here to share with you all night long. CDB, and here we go. 876 WRVA. Some more things about trucking in France. Right after the Overdrive Truckers News, you're at WRVA, the Truckers radio station from Richmond, Virginia. À 4 heures du matin, alors que Big John fermait ses micros, les débats continuaient avec quelques chauffeurs qui, passant à proximité, s'étaient arrêtés pour rencontrer Big John et aussi un peu pour voir nos têtes. Le lever du jour clôture une nuit blanche et sur le parking, en rejoignant notre voiture, quelques chauffeurs nous saluent à grands coups de klaxon. Écrasés de sommeil, nous allons dormir tranquillement tandis qu'eux vont encore ajouter aujourd'hui plusieurs centaines de kilomètres au compteur de leur vie. Un routier qui est propriétaire de sa camion, il veut avoir les meilleurs de tout. Il est souvent absent pendant des semaines. Alors, c'est son chez lui quand il n'est pas chez lui. Alors, c'est évident, il veut avoir quelque chose qui est joli à l'œil et en même temps très confortable. Et c'est un petit concours, si vous voulez, avec des autres routiers. Mais au point de vue des tracteurs avec des capots, des cabines à capot, autrefois quand j'ai démarré, on n'avait que ça. Mais je me souviens, c'était vers 53, 54, pour avoir des semis plus longs pour le volume, on a construit des cabines avancées. Et il y a à peu près une dizaine d'années, on a changé la loi, on a ajouté 5 pieds de longueur totale, ça veut dire pas tout à fait 2 mètres plus. Alors comme ça, on a tous convertis dans les cabines à capot parce qu'ils sont plus confortables. Et une chose, s'il y a un accident, il y a quand même cette moteur pour encaisser le choc, mais avec les cabines avancées, on est pris parce que je me souviens d'un type qui a écrasé un bœuf sur la route avec une cabine avancée, il était tué. Alors, moi j'aime mieux les cabines avec capot, franchement, mais presque tout le monde maintenant est en train de convertir. C'est difficile à vendre des cabines avancées maintenant. En effet, si l'Europe est encore plongée dans la crise, le continent américain semble bien en être sorti. Et ce fabuleux Kenworth que nous avons essayé pour vous en est le témoignage. La nostalgie du chrome et de la calandre originale Kenworth telle qu'on la connaît a fait un gros bond. 25% de la production de nos usines sont consacrées au modèle que vous voyez en arrière de moi. Cette année, on a connu l'année une de nos meilleures depuis qu'on est ouvert ici à Ville-Saint-Laurent. Nous allons avoir la possibilité de livrer 350 véhicules cette année.
qui est normalement est 275, 250, ça varie dans ces chiffres-là. Il y a quelques années, nous avons vécu un bas ou un down, comme on appelle, qui était très prononcé. On a senti par la suite une stabilité qui nous a ensuite apporté une ascension régulière vers les points où on est rendu aujourd'hui, qui a même atteint des niveaux à jamais égalés. Les usines de Kenworth ici au Québec et aux États-Unis sont présentement à leur pleine capacité, probablement encore pour 6 mois. Puis j'imagine que la stabilité va revenir à un niveau normal. Mais on est vraiment dans une économie excellente actuellement. On sent qu'il y a une relance énorme, autant aux États-Unis qu'au Canada, au Québec ici. Donc je suis certain qu'on va vous porter chance et on va vous apporter le bonheur aussi. Ce qui est surtout impressionnant au volant de ce Kenworth, c'est d'abord le capot. Un capot immense. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de conduire un camion. Le pare-brise n'est pas très grand, et pourtant la visibilité est assez correcte. Ce qui est intéressant aussi, c'est la patate. C'est vrai que quand on met le pied dedans, ça déboule. C'est une accélération très franche. Et les 420 chevaux sous le capot sont certainement de véritables chevaux et non pas des imitations. Ce qui change beaucoup par rapport aux camions qu'on a chez nous en Europe, c'est la boîte de vitesse. Une boîte de vitesse à crabeau. Ça veut dire que si on ne passe pas au bon régime, il faut quasiment s'arrêter pour reprendre complètement la succession des rapports. Mais dès qu'on tend un petit peu l'oreille et qu'on a pris l'habitude du régime, ça passe plutôt bien. D'un autre côté, malgré les dimensions gigantesques de ce camion, la cabine est très petite. Et on peut vraiment parler d'un poste de pilotage. Ça a plutôt l'aspect d'un poste de pilotage d'avion que de camion européen. Une expérience très intéressante et ça procure vraiment beaucoup de plaisir. Ici en Californie, la vitesse légale, c'est 55 000 à l'heure, ça veut dire 88 km à l'heure. Dans les autres États, les camions roulent à la même vitesse que les voitures, ça veut dire 65 000 à l'heure, ça c'est, je crois, dans le 110 km à l'heure. En général, les flics nous donnent une certaine tolérance. Par exemple, on peut rouler à 60 000 à l'heure, ça veut dire 100 km à l'heure, sans ennui, généralement. Mais si on commence à louvoyer, faire l'imbécile, quelle que soit la vitesse, on va avoir des ennuis. Mais normalement, la plupart maintenant ont compris que ça ne vaut pas la peine de faire trop d'excès de vitesse parce que ça coûte très cher, surtout si on a un chargement placardé pour les produits dangereux ou quelque chose comme ça. L'amende est doublée. En Californie, c'est le seul État sans radar. Les autres États ont le radar. Mais en Californie, on a des petites voitures sportives qui sont extrêmement rapides. Ils sont un peu gonflés. Alors, on ne les voit pas et tout d'un coup, ils sont là. D'où ils viennent, on ne sait pas. Mais la chose qui nous sauve tous, c'est le CB. Et parce que je sais, ils ont l'habitude de se cacher sur les entrées de l'autoroute. Mais le type qui vient dans l'autre sens, il voit ça, il signale. Et c'est pour ça que j'écoute toujours le CB.
Je parle pas beaucoup, mais j'écoute. Il était difficile de vous montrer les camions américains sans évoquer les camionnettes. Mais les camionnettes ici en Californie, c'est tout à fait particulier. C'est pas seulement pour transporter de la marchandise, ça sert également au loisir. Et nous sommes ici chez Traders, un préparateur, et nous allons voir ce qu'il fait subir à ces camionnettes d'enfer. We really have a diverse group. We have people, young guys right out Il y a of au moins college 2 groupes that de are personnes 24, qui composent notre 25, 20 years clientèle. old. D'abord des jeunes qui veulent rouler différents. Mais nous avons aussi beaucoup de personnes de mon âge, c'est-à-dire 40 ans. Des gens qui en fait ont toujours eu envie d'un pick-up. Et comme ils n'ont pas réalisé ce rêve étant jeunes, ils le font maintenant. La préparation d'un tel véhicule prend 2 à 3 jours selon ce que souhaite le client. Il faut d'abord surbaisser le pick-up en modifiant les suspensions, élargir les voies, monter des jantes et des pneus taille basse. Le client demande généralement toute une série d'accessoires que fabrique et vend Traders dans son hall d'exposition: calandre, bas-volets, pare-chocs, rétroviseurs, intérieur spécifique, peinture personnalisée et bien d'autres choses encore. La facture peut alors atteindre 5 000 $, soit environ 26 000 francs. On peut aussi transformer votre Chevy en un monstrueux dragster qui peut rouler à 300 km/h. Il s'agit au départ d'un moteur Chevrolet de 7 litres de cylindrée. Une préparation moteur complexe a été réalisée. Le vilebrequin et les bielles ont été modifiés et surtout renforcés. Les pistons sont issus de la compétition. Il y a aussi, pour l'alimentation en carburant, 2 carburateurs quadruple corps ainsi qu'une injection d'oxyde nitreux. Le moteur peut développer 1000 chevaux. Les concepteurs espèrent bientôt réaliser un véhicule qui atteindra les 350 km/h. Cet engin sera le premier d'une série, marquant ainsi l'introduction des pick-up dans les célèbres courses NASCAR, très populaires aux États-Unis. Pour transporter des bolides aussi précieux, Traders a conçu et réalisé une semi-remorque très spéciale, d'un look assez extraordinaire. Quand on est carrossier, autant le faire soi-même, on est tellement mieux servi. J'ai causé avec un routier français une fois quand même. La bouffe en France est extraordinaire dans les relais routiers. Et il me dit, on mange presque trop bien ici. Et ça c'est bien vrai, on mange très 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 bien. Ici, on mange moins bien. Mais les truck stops ici, c'est pas uniquement restaurants, c'est les stations de service, les garages, les boutiques où on peut acheter des choses pour les camions et les coffee shops. C'est plutôt coffee shop que vrai restaurant. Si on veut prendre que le petit déjeuner, ça coûte à peu près 5 $ pour le matin. Mais si on veut un bon steak, ça va coûter dans les ans à peu près 10 $. Un bon steak, un bon morceau. Nous sommes au 76 Truck Stop de Los Angeles. C'est l'un des plus grands d'Amérique. Et vous allez avoir le privilège de pouvoir le visiter, car c'est un endroit qui est réservé aux routiers américains. Les chauffeurs que nous avons rencontrés dans ce truck stop étaient là pour se reposer tranquillement et il n'était pas question de leur demander de nous servir de guide. Ces hommes, habitués aux grands spectacles des routes américaines, ne sont pas faciles à épater et vous allez voir que mes facéties les ont à peine étonnés. En France, dans les stations-service, les chauffeurs sont obligés de jouer du pistolet pour se servir. Ici, l'arrivée d'un camion déclenche la ruée des pompistes qui, immédiatement, contrôlent tous les niveaux et nettoient pare-brise et rétroviseurs. Ces gens-là sont traités comme les dieux de la route et, ma foi, s'ils le souhaitent, ils peuvent même se recueillir dans une semi-remorque aménagée en chapelle.
On dit que la foi transporte les montagnes. Pour un chauffeur, ça peut toujours servir. Chaplain J, ça veut dire aumônier. Et sa mission ici, c'est d'être à la disposition des routiers qui arrivent de tous les coins de l'Amérique, des États-Unis, et pour les aider à trouver Jésus-Christ et retourner dans leur foi et aider au point de vue spirituel. Il dit qu'il a à peu près 500 des routiers qui viennent chaque mois ici. En Amérique, tout est démesuré. Tracteur long comme un camion de chez nous, remorque longue comme un train, route longue comme cet interminable corridor qui par ailleurs donne une idée des dimensions de cet immense truck stop. Finalement, La Fontaine avait raison, rien ne sert de courir si on n'a pas de shampoing. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je n'ai pas fait de mauvaises rencontres en entrant dans la douche. Et c'est en toute tranquillité que j'ai pu accomplir le plus élémentaire devoir d'un être civilisé. De nos jours, être propre ne suffit pas. Il faut en plus être beau. Et on le sait, les truckers américains soignent particulièrement leur look. Un look très décontracté qui, mine de rien, fait l'objet de beaucoup de recherches. Le coiffeur est un ancien pilote de course qui se contente désormais de contourner les oreilles de ses clients au volant de son rasoir. Il est assisté de sa nièce, une ravissante blonde qui vous prend gentiment la main pour vous offrir quelques instants de douceur. Eh bien oui, chauffeur, certes, mais néanmoins raffiné. Les très très longues distances interdisent à la plupart des chauffeurs de rentrer souvent à la maison. Et avoir la possibilité de laver leur linge est primordial pour eux. Alors, pour quelques dollars de plus et un peu de patience, c'est tout neuf qu'ils peuvent repartir sur les freeways. Avant de passer par un camion, le fret passe par les lignes téléphoniques. Et même si beaucoup de camions sont équipés de téléphones, le bon vieux combiné est encore largement utilisé. Les routiers qui le souhaitent peuvent également disposer de postes installés directement aux tables du restaurant. Le fret est trouvé, un rendez-vous est pris pour le chargement. En attendant, place à la détente. Entre le billard, une flopée de flippers fous et l'incontournable tir au pistolet, tradition oblige, on peut oublier pendant quelques heures les flics et les contrôles. Pour ceux qui veulent voyager dans le temps, la télé se trouve à une petite portée de flèche du billard. Une flèche qui cette fois-ci n'est pas décochée par un Indien, mais bel et bien par un chevalier moyenâgeux. Finalement, que l'on soit descendant de Duguay-Clin ou de Buffalo Bill, on se rejoint à travers l'histoire. Cet aspirateur à moustache, on pourra le trouver dans la boutique. Il n'est pas loin de la paire de chaussettes pour les mains, laquelle voisine avec les gants pour les pieds qui sont, rassurez-vous, neufs et sans odeur. On peut également trouver une glace sans cornet ou un élastique pour tenter de lier connaissance. Les bidules fantastiques côtoient les machines à polarité inversée, les zigomuches impondérables se confondent avec les fouinasseurs à pédales. Enfin, tout ce qui est utile, agréable et indispensable est disponible. Et même si c'est du toc, on y troque tout un tas de trucs pour les trocs. That much, yes. Maîtrisant assez mal la langue anglaise, le contact avec les truckers me pose quelques problèmes. Surtout avec ces deux costauds, visiblement peu enclins à supporter les grimaces d'un plaisantin. Finalement, une commune passion pour les camions nous permet de communiquer et le privilège d'occuper le siège passager m'est enfin accordé. C'est parti pour une longue aventure, jusqu'au bout du parking. J'ai bien l'intention de continuer à temps partiel aussi longtemps que je peux. Quand j'ai envie et ils ont du boulot, on se met d'accord et je dépends des gens, c'est tout. Surtout quand quelqu'un est malade ou il y a un peu trop de fret, on ne trouve pas un chauffeur, je prends le volant. Au point de vue
À partir de 70, on a le droit de travailler autant qu'on veut. On n'est pas limité au point de vue de revenus. Je prends les examens médicaux, c'est tout ce qu'on demande. On n'a pas le droit d'empêcher des gens de prendre un boulot à cause de l'âge ici. Au point de vue de retraite, premièrement, nous avons tous le droit en retraite de la sécurité sociale. En plus, on a la retraite de syndic. Moi-même, comme j'ai travaillé pas mal d'années dans les syndicats de grutiers, j'ai une retraite de 7 syndics, plus une retraite de syndic de routiers, plus les sécurités sociales. À peu près 2000 par mois, $2000 par mois. Ça fait quoi 10 000 et quelques... 11 000 francs par mois, oui, c'est ça. Historiquement liés à la France depuis la Première Guerre mondiale, les camions Mack appartiennent à Renault Véhicules Industriels. Pour vous, nous avons voulu en savoir plus. C'est dès 1902 que commence la grande aventure de Mack sous le nom de Mack Brothers & Co. Les frères Mack se rendent compte très tôt de la croissance des besoins de camions et d'autobus aux États-Unis et développent systématiquement leur entreprise pour en faire une des plus importantes du secteur. La célèbre série B de Mack est lancée en 1953, suivie en 1959 par la série G à cabine avancée à moteur diesel de forte cylindrée. En 1973 apparaissent des turbodiesels intercouleurs. Mack fut aussi un constructeur réputé de matériel d'incendie. Votre ordinateur est lent? Et s'il démarrait en quelques secondes? C'est le moment de changer. Rapide, n'est-ce pas? Changer pour un démarrage rapide, changer pour Chromebook. En rachetant notamment la célèbre marque Arren Fox. C'est à partir de 1979 que Renault VI commence à rentrer progressivement dans l'aventure Mack. Aujourd'hui, Mack Trucks est le 5e constructeur américain en volume. En 1993, son chiffre d'affaires a été de 1,7 milliard de dollars. Sa production annuelle totale est de 19 000 camions. Mack Trucks emploie 5200 personnes sur 6 sites de production dans le monde. Mack Trucks vend 55% de sa production hors USA, dont 29% en France. Depuis sa reprise par Renault Véhicules Industriels, Mack Truck est un groupe rentable dont la production est en hausse constante depuis 1991. Aujourd'hui, Mack appartient en totalité à Renault VI. Le programme de productivité qui vient de Renault et que nous avons appliqué progressivement nous a permis de restructurer notre méthode d'assemblage sur la chaîne. Ainsi, nous avons réussi à réduire le temps de fabrication par camion de 130 heures environ à maintenant 85 heures. C'est un gain très significatif tant au niveau des coûts que du temps. Retrouvons à présent André Godeloup sur le circuit d'essai où Mack nous a réservé une surprise. Derrière moi, le centre d'essai de Mack à Allentown. Et également derrière moi, un Mack que nous avons essayé en exclusivité. C'est un prototype, un modèle qui ne sera pas vendu avant 1995. Un prototype est toujours un peu secret. Comme vous, nous n'avons pu que l'admirer et nous interroger sur ses évolutions.
Si nous examinons les parts de marché de Mack, maintenant nous sommes environ à 10,8% du marché. Ce niveau ne cesse d'augmenter et nous pensons terminer l'année 1994 à 12% de pénétration, ce qui représenterait 12% de plus par rapport à l'année précédente. Nos parts de marché ne cessent en effet d'augmenter. Pour compléter sa gamme, Mack distribue également aux États-Unis un modèle Renault, le Midliner. Un peu modifié et surtout rebaptisé Mack, le Midliner obtient un véritable succès sur le marché américain malgré une concurrence très forte des petits camions en provenance d'Asie. Nous avons eu l'occasion de filmer dans New York l'un des Midliners de la compagnie Walton & Co, spécialisée dans le transport de matériel de cinéma et de télévision. Pour commencer, les syndicats ici ne sont pas comme les syndicats en Europe qui sont souvent liés à un parti politique. Ici, les syndics sont plus ou moins par métier, comme un syndic pour les charpentiers, un autre pour les maçons, etc. Et un syndic pour les routiers. On avait exigé certaines règles de travail. On avait l'avantage d'une retraite grâce au syndic et on était mieux payé. C'est-à-dire, je crois en ce moment, ceux qui ne travaillent pas avec le syndic moyennement touchent 24 cents par mille. Ceux qui sont syndiqués touchent vers les 35 cents. Alors il y a une grande différence. Il y a certaines règles pour le travail qui sont avantageuses pour le chauffeur. La plupart des patrons préfèrent ne pas avoir le syndic de tout parce qu'on est signé avec le syndic ou on n'est pas signé avec le syndic. Si on est signé avec le syndic, tous les chauffeurs sont syndiqués. Moi, je préfère travailler avec le syndic parce que généralement, on est mieux payé. Le syndic est national. Mais il y a des cellules dans toutes les grandes villes. Il y a un syndic, une cellule à New York, un autre à Chicago, un autre à Détroit, un autre ici à Los Angeles. Et il y avait certaines cellules qui étaient un peu pourries avec la mafia. C'était plutôt dans la région de Détroit et New York aussi. Tout l'argent qui va pour la retraite était dans les mains des gars de mafia. Ils ont fait des petites faveurs pour les copains, des choses comme ça. Remarquez, beaucoup de Las Vegas étaient financés par l'argent de la retraite de syndic. Au cours de sa vie professionnelle, Connie a eu l'occasion de conduire des camions grues et il a gardé des relations amicales avec le propriétaire de la plus grosse dépanneuse des États-Unis. 24 heures sur 24, la société Freddie Max intervient sur les accidents en étroite collaboration avec la police de la route. Cette fois-ci, la dépanneuse doit récupérer un semi-remorque volé et abandonné sur un parking. Après avoir délesté la remorque de son chargement, les malfaiteurs ont immobilisé le véhicule en prélevant l'une des roues avant du tracteur. J'étais un tout jeune garçon sortant de l'US Navy et la façon dont j'ai démarré est assez drôle. Mon père possédait une station-service au coin de New Rivers Valley. Une autoroute passait juste à côté de la station et un jour, un accident est arrivé à l'intersection. Une voiture était immobilisée en plein milieu de la voie. Un gars est venu à la station et m'a dit « Freddy, je veux que tu m'enlèves cette voiture de la route ». Alors j'ai pris une corde et accroché la voiture accidentée à ma voiture. Ça a été mon premier billet de $10, la plus grosse somme que j'avais jamais gagnée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du dépannage.
J'ai démarché auprès de la police de la route, du sheriff office et de diverses sociétés. Rapidement, j'ai construit ma première vraie dépanneuse. Elle m'est revenue à l'époque à 3 800 $. Aujourd'hui, une dépanneuse équivalente coûte 60 000 $. 1973, I purchased my first tow truck. Grand total, $3,800. Cab, chassis, the whole truck. Today, the same truck is $60,000. Pull over here, okay? And then when I get ready to turn the whole thing. Freddy Max gère aujourd'hui cette entreprise familiale qui emploie 50 personnes. Les dépannages sont assurés 7 jours sur 7 et les équipes de permanence disposent de logements spéciaux dans l'entreprise. La majorité des interventions sont effectuées en Californie, mais les 40 véhicules de Freddy Max assurent des remorquages dans tous les États d'Amérique du Nord. À juste titre, Freddy Max est très fier d'avoir conçu en collaboration avec Freightliner la seule dépanneuse à 4 essieux des États-Unis. Capable d'assurer les manutentions les plus lourdes dans les conditions les plus difficiles, ce véhicule est considéré par Freddy Max comme le symbole de son entreprise. En Californie, la densité du trafic est telle qu'un accident qui bloque la circulation pendant seulement 8 minutes provoque un bouchon de 15 km. Sur des autoroutes qui comptent jusqu'à 7 voies, la durée d'intervention est primordiale pour la sécurité. Pour répondre à la demande et aux exigences de la police et des services autoroutiers, Freddy Max doit constamment moderniser son matériel. La Californie est certainement l'État qui nous fait travailler le plus. Tout le monde en Californie possède au moins 2 voitures et même jusqu'à 4 voitures. Et il y a de la casse chaque jour sur nos autoroutes. Nous sommes là pour les aider et croyez-le, nous les aidons. Le camion volé est remorqué jusqu'à l'entrepôt de Freddy Max qui en assurera la garde jusqu'à ce que le propriétaire puisse le récupérer. Comme dans toutes les grandes entreprises des États-Unis, les véhicules sont constamment localisés par satellite. Cette gestion permet de réduire encore les délais en désignant le véhicule qui se trouve le plus proche du lieu d'intervention. Quelques photos affichées sur les murs du bureau de Freddy Max nous démontrent que souvent, les situations sont bien plus dramatiques que l'enlèvement d'un simple camion volé. What about just a couple of blocks underneath the rim? No, we went underneath the fork. J'aime les pick-up, c'est un peu mon dada. Et j'aime bien ce genre de choses parce que c'est très solide. Et si on a un accident, je suis sûr que je vais sortir mieux que l'autre. J'ai beaucoup voyagé avec le caravan semi-remorque et il faut un véhicule assez costaud et assez stable. Si on est 18 ou 78, il faut passer un examen médical tous les 2 ans. Et je crois que je vais réussir à passer l'examen cet automne. Et j'ai l'intention de continuer jusqu'à l'âge 80. Et on verra après, parce que de ne rien faire de tout, on s'ennuie. Je connais pas mal qui ont pris leur retraite, mais ils passent 1 fois par semaine, parce que c'est légal avec les règles de syndic. Ils peuvent faire un voyage 1 fois par semaine. Ça donne un petit argent de poche. On voit les vieux copains, on bavard sur le CB, on compte des salades. Ça coupe la nuit, si vous voulez. Hey,
you dumb shit, I got the fucking arrow on. J'ai mis le clignotant, je me range à droite, et cette imbécile de femme. Si j'avais vraiment envie de m'en aller, ou même pour voyager, il suffit d'accrocher avec mon pick-up et partir en voyage pour 2 mois sans aucun problème, parce que je loue l'espace, je laisse la cabane, et quand je suis de retour, j'ai toujours un chez moi là. C'est une chose qui me plaît. Une fois on a pris le goût de ça, c'est difficile à s'installer dans un appartement. Oui. Et j'ai des copains ici qui habitent dans le même parc. On aide les uns les autres. Par exemple, si je suis absent, mon copain, il s'occupe de courrier, il regarde si la maison est en état, et je fais la même chose pour lui. Et son amie, elle habite à l'autre côté. Elle a un hibou, un faux hibou sur le toit. Ça, c'est pour chasser les pigeons, parce que les pigeons sont sales. Ils ont la fâcheuse habitude de faire caca sur le semi-remorque de la caravane, si tu veux. Je suis bien ici. Mais si j'ai envie de foutre le camp, c'est très vite fait. Très vite fait. Demi-heure, je suis sur la route. Nous arrivons au terme de ce film. Nous avons essayé de vous montrer une image différente de l'Amérique. Une image dénuée de la folie et de la violence auxquelles on vous a habitué. Nous remercions Connie pour sa précieuse collaboration et nous avons le sentiment qu'il a pris beaucoup de plaisir à nous servir de guide dans ce monde qui est le sien. Lui et ses amis nous attendent déjà pour nous montrer d'autres camions, d'autres paysages, d'autres hommes. À bientôt l'Amérique, à bientôt avec vous.